Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au bas du dos. C'est un problème de santé qui concerne une proportion très élevée de la population. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition. Ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Vous allez trouver beaucoup de conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver facilement en librairie et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver aussi facilement de l'autre côté de l'Atlantique. L'imagerie médicale catastrophe, que peut-on faire avec ça? C'est probablement une des situations que je rencontre le plus souvent dans ma pratique, des patients qui ont reçu leurs résultats d'imagerie médicale, de radiographie ou de résonance magnétique ou de scan, peu importe, et qui a une longue liste d'éléments qui semblent vraiment très problématiques. Alors, c'est une question aussi d'une internaute. Mes résultats d'imagerie médicale sont catastrophiques. Je me demande toujours si les exercices sont recommandés dans mon cas, car mes douleurs sont vraiment assez intenses. On fait quoi dans ce temps-là? Ben, d'abord, on doit absolument se rappeler, mais absolument, que l'ampleur apparente d'un problème interprété c'est-à-dire que l'ampleur apparente d'un problème interprété uniquement par des résultats d'imagerie médicale est parfois trompeuse. Écrivez ça en quelque part et soulignez ça vraiment. Et quand vous allez avoir un résultat d'imagerie médicale qui va vous faire un peu paniquer, c'est un peu stressant quand on lit tout ça, mais on ne peut pas seulement se fier à ce rapport d'imagerie médicale pour pouvoir faire des liens. Parfois, il y a de véritables liens, mais il faut être prudent. Il y a, par exemple, et je reprends vraiment la question de cet internaute, l'arthrose fasciaire, donc l'articulation entre deux vertèbres, hein, c'est vraiment tout petit. Discopathie multi-étagée, donc lorsqu'on a un disque intervertébral qui a un problème, disons, et à plusieurs niveaux. Par exemple, on a une protrusion discale à plusieurs niveaux. On nous dit que le disque est fissuré avec des termes beaucoup plus techniques qui sont parfois plus impressionnants. Sténose spinale sévère, on peut avoir aussi une scoliose et il y a d'autres choses qu'on peut diagnostiquer, encore une fois avec des termes très précis, souvent très cliniques, très médicaux, évidemment, et ça peut nous faire peur. Alors, quels exercices on devrait faire, par exemple, c'est la question que l'internaute me pose, mais par exemple, la très forte prévalence des sténoses spinales dans la population générale de plus de 60 ans met en garde contre l'attribution de la douleur à cette sténose spinale en ne s'appuyant que sur l'imagerie médicale. Vous avez la référence de l'étude au bas de l'écran. Alors, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont des sténoses spinales qui ont des douleurs au dos, mais que les douleurs au dos ne sont pas causées par la sténose spinale. C'est des douleurs très spécifiques, une douleur au bas du dos causée par une sténose spinale. Vous allez probablement avoir de la douleur au dos, peut-être aux membres inférieurs, après un certain temps, après avoir été debout, après avoir marché, et souvent c'est très précis comme durée. Alors ça, c'est un exemple. Les patients qui ont ces douleurs causées par la sténose spinale, lorsqu'ils se placent en position accroupie, lorsqu'ils s'assoient, parfois la douleur part presque immédiatement. Ils peuvent s'asseoir pendant quelques minutes et ils peuvent reprendre après ça, ils peuvent recommencer à marcher pour la même durée. J'explique ça vraiment très rapidement. Mais c'est donc pas parce qu'on a une sténose spinale qu'on a des douleurs. Vous voyez, c'est très prévalent. Et un canal spinal, toujours dans la même étude, un canal spinal dont le diamètre est plus petit que 10 mm semble associé à un risque 3 fois plus élevé de souffrir de maux de dos. Donc, on a plus de risque de souffrir de maux de dos. Mais ce n'est pas automatique. Alors, lorsque vous avez cette longue liste de choses un peu épeurantes sur votre résultat d'imagerie médicale, la question à poser absolument au médecin qui vous aura prescrit tout ça, parce que ici au Québec, en tout cas, je pense que c'est la même chose partout sur la planète. Vous ne pouvez pas passer vous-même une radiographie, ça doit être prescrit par un médecin. Donc, c'est essentiel de demander les conseils, peut-être, les indications et les contre-indications. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne devriez pas faire? Est-ce que, par exemple, de faire des sauts, est-ce que ça peut être risqué si vous avez de l'ostéoporose, si vous avez des vertèbres qui sont très fragiles? Y a-t-il des contre-indications? Et souvent, vous m'écrivez sur les réseaux sociaux, est-ce que je peux faire ça avec tel diagnostic qui s'appuie sur l'imagerie médicale, mais on doit avoir une opinion de quelqu'un qui connaît votre dossier, par exemple, qui connaît votre historique, c'est important. Et quand
le médecin, par exemple, nous a dit, vous n'avez pas de contre-indication, il n'y a rien que je vous interdis de faire au risque de vous blesser gravement. Alors, si on n'a pas de contre-indication, on fait quoi comme exercice? On fait quoi comme mouvement, comme sport? Bien, d'abord, on adapte la fréquence, donc de faire les exercices à tous les jours, une fois ou 2 jours ou 3 jours, la vitesse de nos mouvements et l'amplitude de nos mouvements. C'est important de se souvenir de ces 3 mots-là. Alors, vous faites rien qui augmente ou qui reproduit la douleur à moins d'être supervisé par un professionnel de la réadaptation, mais d'adapter ces 3 composantes-là à vos capacités en commençant lentement. Donc, vous allez commencer par une vitesse lente, vous allez réduire l'amplitude des mouvements et vous allez faire les exercices, disons, une journée sur 2, une journée sur 3. Ça, c'est un premier conseil que je vous donne et je vais vous le donner de façon plus concrète à travers l'exemple qu'on va faire ensemble. Vous pouvez faire l'exercice que je vous montre en ce moment. Bien, évidemment, l'exercice est déjà tourné, je ne vous le montre pas en direct en ce moment, mais vous voyez, il y a une rotation avec une inclinaison. Je vous ai déjà présenté cet exercice-là. C'est un exercice que j'aime beaucoup pour travailler la souplesse du bas du dos. Alors, les exercices, les activités physiques que vous allez faire, vous allez les adapter. Alors, si on fait cet exercice-là ensemble, donc les mains croisées sur les épaules, on fait une inclinaison, on fait une rotation. Alors, on peut adapter tout ça. Bon, la fréquence, le nombre de fois par semaine, tout le monde a compris. Maintenant, pour adapter le mouvement, je vais me reculer un peu pour que vous me voyez bien. On va incliner, mais on va y aller vraiment lentement et on va faire des moitiés de mouvement. Et on n'est pas obligé, la première fois qu'on fait l'exercice, d'aller jusqu'à la rotation. On peut seulement faire l'inclinaison, on voit ce que ça donne, on revient. Je vous le montre comme ça, mais évidemment, vous allez l'adapter à vos capacités. Il y a des patients qui me disent non, non, ça, j'ai pas de problème avec ce mouvement-là. Bon, c'est un exemple quand même. Et vous allez faire de l'autre côté, parce que peut-être que de l'autre côté, ça ira moins bien. Et vous allez faire 10 fois exactement ce que j'ai fait. Vous allez voir ce que ça donne, vous allez attendre un peu et vous allez le refaire après, 2 jours plus tard, par exemple. Et ensuite, vous allez ajouter progressivement la rotation suivie de l'inclinaison. Et là aussi, j'entends souvent des commentaires. On m'a dit de jamais faire ce mouvement-là ou de jamais faire ce mouvement-là. Il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est une contre-indication stricte et pourquoi? Mais le mouvement que je vous ai montré, c'est un mouvement qu'on fait dans la vie de tous les jours. Alors, si la contre-indication, c'est de ne pas faire ces mouvements-là, la contre-indication, c'est de ne le faire jamais. Et c'est assez rare qu'on dise à quelqu'un de ne pas faire ce mouvement-là parce qu'on le fait dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on est à risque de fracture ostéoporotique, le médecin peut nous dire, vous ne sautez pas, vous ne faites pas de course à pied. On peut vivre sans faire de la course à pied, mais on ne peut pas vivre sans faire une inclinaison, par exemple. Alors, en y allant progressivement, en respectant les consignes du médecin, bien sûr, on arrive souvent à se réapproprier certains mouvements malgré cette imagerie médicale qui peut sembler catastrophique, qui peut sembler une condamnation. Mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont des rapports de radiographie, par exemple, au genou droit, qui n'ont pas de douleur au genou droit, mais qui ont passé une imagerie médicale aux 2 genoux parce qu'ils ont de la douleur au genou gauche. Et ça arrive souvent que la radiographie du genou opposé, qui est sain, est pire que le genou qui est symptomatique. Je vous donne l'exemple des genoux parce qu'on n'a pas 2 dos. Donc, c'est plus difficile de faire la comparaison comme ça. Mais ce n'est pas automatique. Donc, il ne faut pas le voir comme une condamnation. Il faut le voir pour ce qu'il est parce que parfois, ça indique vraiment des problèmes sérieux. Mais c'est surtout pas on ne doit pas suivre, je pense, que la voie de s'immobiliser et de rien faire par peur d'empirer les choses. Le corps est fait pour bouger et souvent l'immobilité, c'est souvent plus nocif que l'activité, pour autant qu'on la fait prudemment, progressivement, comme je vous ai montré. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent et présente. Et je vous remercie aussi de vos nombreuses questions. Vous le savez, je lis toutes vos questions. Je les garde en banque pour de prochaines vidéos. J'essaie d'y répondre en temps réel lorsque je peux le faire. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver un peu partout en librairie au Canada. Et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je vous remercie aussi pour vos contributions sur ma chaîne. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube en cliquant sur le petit cœur et en faisant votre contribution. Vous pouvez le faire sur ma chaîne et considérer vraiment ces remerciements comme personnels.
ils me permettent, vos contributions, ou elles me permettent plutôt à continuer mes activités sur le web et à vous présenter tous ces contenus. Alors j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct et à bientôt.